Face à face, un podcast du Musée d'Archéologie nationale. Premier épisode, la découverte. Bonjour à tous, je suis Sophie Ferret, co-commissaire de l'exposition Face à face, qui se déroule actuellement au Musée d'Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Cette exposition Face à face est une exposition qu'on dit focus, c'est une exposition centrée sur un objet de la collection, et cet objet, c'est une visière de casque d'un cavalier romain. Alors, qu'est-ce qu'une visière de casque ? C'est un élément de l'équipement du cavalier qui protégeait le visage et qui se rattachait à une partie du casque qu'on appelle le timbre. Et ce timbre protégeait le crâne du cavalier. On a choisi de présenter cet objet pour plusieurs raisons, mais qui est lié à son histoire récente, qui est lié à son acquisition par l'État, son affectation au Musée d'Archéologie nationale. Et cette acquisition a pu avoir lieu avec le soutien de la Fondation Lamarck. Et à la suite de cette acquisition, on a réalisé un certain nombre d'études avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui a permis de caractériser un certain nombre d'hypothèses, de confirmer certaines hypothèses quant à la matérialité de cet objet, quant à sa restauration, à son histoire. Et puis, suite à ces études, une restauration a été réalisée afin de pouvoir la présenter au mieux au public et de pouvoir la conserver dans de bonnes conditions. Alors le contexte archéologique est mal connu puisque ça a été découvert non pas par des archéologues à l'occasion de fouilles archéologiques, mais à l'occasion de travaux. Mais on a une lettre qui décrit cette découverte, qui est reprise dans la première publication de 1911 de la visière, qui est due à un universitaire lorrain, qui est professeur à l'université de Nancy. Il s'agit de Paul Perdrizet. Et à la fois dans cette lettre et dans cette publication, on décrit le niveau d'enfouissement, très sommairement, et on décrit d'autres objets qui ont été trouvés avec la visière, donc 2 petits vases, des éléments métalliques, des éléments de ferrure, peut-être un couteau ou un poignard. En tout cas, il ne reste rien de ces objets associés à la visière, puisqu'on nous dit également qu'ils étaient tellement rouillés, tellement oxydés par leur enfouissement dans le sol, qu'ils sont tombés en poussière et n'ont pas été gardés sur le coup. Quelques mémoires du docteur Paul Perdrizet, professeur d'archéologie à l'université de Nancy et membre de la Société d'archéologie Lorraine. Ce bel objet en bronze appartient à l'un de nos confrères les plus zélés de l'archéologie, le docteur Colliez. Il m'a confié l'objet quelque temps pour que je puisse l'examiner de près et l'étudier à loisir. Sur les circonstances de sa découverte et de son acquisition, le docteur Colliez m'a communiqué ce qui suit. L'objet fut trouvé dans les premiers jours du mois d'octobre 1908 sur le côté droit de la route qui mène de Conflans à Jarny. Le développement intense de l'industrie minière dans cette région fait qu'on y bâtit beaucoup. Le bronze a été découvert lors de travaux à 2,50 m sous le niveau du sol actuel. L'objet fut ensuite donné à un officier en retraite qui habitait dans le voisinage. Il le mit dans sa cuisine. Mais le pauvre bronze risqua bien de passer dans la boîte aux ordures, car la servante de l'officier ne voyait pas sans inquiétude cette face verdâtre, dont les yeux troués la surveillaient dans son service, et dont la bouche semblait ricaner.
M. Colliez, prévenu par un ami, obtint ainsi l'objet par échange. Paul Perdrizet est donc un des grands archéologues français de la première moitié du XXe siècle. Il s'est distingué essentiellement par sa participation à ce qu'on appelle la Grande Fouille de Delphes, c'est-à-dire la fouille menée par l'École française d'Athènes, sous l'égide de son directeur, Théophile Homole, dans le grand sanctuaire grec panhellénique, donc de Delphes. Et Paul Perdrizet, à partir de 1894, a fait partie de l'équipe qui a fouillé ce sanctuaire. Il en a été l'un des archéologues principaux, c'est lui qui tenait le journal de la fouille, et il a été chargé donc par le directeur, Théophile Homole, de publier plus spécifiquement le petit mobilier archéologique, à savoir la céramique, les figurines, et notamment le petit mobilier métallique et les bronzes. Or, ce petit mobilier est absolument essentiel pour obtenir des datations fiables, pour obtenir une chronologie fiable de l'occupation d'un site, puisque c'est la mise en relation de ce qu'on appelle les couches stratigraphiques, c'est-à-dire les couches de sédiments qui se sont déposées sur un site à la suite donc, de son occupation, de sa destruction, qui permet de le dater. Concernant le masque de Conflans maintenant, l'étude de Paul Perdrizet est absolument essentielle parce qu'il y avait très peu d'exemplaires de ce masque, de masques de ce type, de visières de cavalerie de ce type qui étaient conservés, qui étaient connus à l'époque. Et le mérite de Paul Perdrizet a été de donner la première publication française, parce qu'il y avait déjà eu une publication allemande un peu sur le sujet, mais plus ancienne, donc de donner la première étude française sur ce type de mobilier et d'avoir correctement reconnu quel en était l'usage et quelles étaient finalement les représentations iconographiques existantes et quels étaient les autres exemplaires apparentés que l'on pouvait mobiliser pour l'étude de ce masque. La seule chose qu'on sait, c'est que on était dans un secteur entre deux voies romaines. Bon, la grande voie romaine, c'est celle qui va de Metz à Reims, et on avait un diverticule, c'est-à-dire une route romaine secondaire qui passait bien plus à l'est et qui passait plutôt du côté de Jarny-Labrie et qui remontait vers le nord-ouest. À quel usage servaient des casques de ce genre ? Par un fâcheux hasard, aucun autre vestige de ce type n'a été retrouvé dans des fouilles régulières dirigées par des archéologues de métier. Les casques à visage de l'époque impériale ont dû servir à des militaires romains, officiers et sous-officiers. Et si l'on en trouve encore dans des tombes, c'est parce que le mort emportait dans sa maison d'éternité les objets auxquels il tenait le plus durant sa vie, ceux que les Grecs appelaient ktérismata, pour continuer d'en jouir dans la sépulture. Alors de 1908 à 2019, la visière a une longue histoire moderne. Elle traverse tout le XXe siècle et elle reste très longtemps entre les mains du docteur Collier, qui meurt en 1917, mais entre les mains de sa famille, de son fils et de son épouse. Et on a des traces de correspondance, de lettres qui sont envoyées dans différents musées, en particulier au musée d'archéologie nationale, dans lesquels il propose de vendre la visière. Et en 1919, donc 100 ans avant l'achat de la visière par le MAN, en 1919, il y a un premier contact de prix avec Salomon Reynac, qui est alors le directeur du musée d'archéologie nationale, pour vendre l'objet. On comprend indirectement, puisque c'est une correspondance qui est tronquée, on a quelques lettres, on n'a pas tout, que l'affaire ne se fait pas, que la transaction n'a pas lieu. Et quelques années plus tard, en 1935, puis en 1941, on comprend que la visière est toujours entre les mains de la famille. Et en 1941, c'est Henri de Monterland,
l'auteur français, qui va acheter cette visière à la famille Collier. Et à ce moment-là, elle entre dans la collection d'Henri de Monterland, qui est à la fois écrivain, mais qui est un collectionneur d'œuvres d'art. On découvre en fait cette visière en 1954 dans la collection de Monterland, dans le cadre d'une émission télévisée, Lecture pour tous. Cette visière va rester dans la collection de Monterland jusqu'en 1972, donc jusqu'au décès de l'auteur, et ensuite se maintenir dans la collection qui va être conservée par son ayant droit. Le droit de porter ces casques extraordinaires n'était sans doute pas accordé à tout un chacun. C'était apparemment une récompense, analogue à ces arbres d'honneur en usage chez nous sous la Première République et le Premier Empire. La récompense était plus ou moins honorifique, j'imagine, selon que le casque était doré ou argenté, ou sans argenture ni dorure. Je ne crois pas que ces casques à visage fussent destinés à terrifier l'ennemi. Si telle avait été leur destination, ils auraient eu des masques effrayants et grimaçants, comme ceux des samouraïs. Or, il est remarquable que tous représentent des faces idéalement belles et d'une parfaite sérénité. C'était Face à Face, un podcast du Musée d'Archéologie nationale. Premier épisode, la découverte. Avec Sophie Ferret, conservatrice au Musée d'Archéologie nationale et co-commissaire de l'exposition Face à Face, Samuel Provost, maître de conférence HDR à l'Université de Lorraine, et Luc Delmas, docteur en histoire. Et avec la participation de Jean-Paul Denison dans le rôle de Paul Perdrizet.